Bonjour à tous et bienvenue dans le Guest of the Week, l'invité de la semaine, le rendez-vous hebdomadaire de Ranet Plus. Alors aujourd'hui à Strasbourg, nous allons nous focaliser sur le Front National et ses perspectives pour les prochaines élections européennes. Et à mes côtés, j'ai le président, la présidente du parti et également députée européenne auprès des non-inscrits au Parlement européen, Madame Marine Le Pen. Bonjour. Bonjour. Alors l'hebdomadaire français Le Nouvel Observateur vient de publier un récent sondage en France qui met votre parti pour la première fois en tête des prochaines élections européennes. Alors 24% des voix, c'est ce que selon ce sondage votre parti remporterait, suivi de l'UMP 22%, le Parti Socialiste 19%. Mais l'actualité a aussi mis en avant votre récente victoire aux élections départementales à Brignoles dans le sud de la France. Et pourtant, en France, le Front National n'a que 2 des 4000 mandats d'élus départementaux. Et votre parti n'a aussi que 2 députés sur 577 à l'Assemblée nationale. Aucun sénateur, aucun maire. Alors, est-ce que les sondages, vraiment, pour les prochaines élections européennes, ne fausseraient-ils pas un peu votre force politique ? Est-ce que vous ne croyez pas que ce sont plutôt les modes de scrutin qui ne sont pas démocratiques en France, à la différence de ceux qui sont imposés à l'ensemble des autres pays européens? En effet, s'il existait la proportionnelle en France, c'est 100 députés qu'aurait le Front National au lieu des 2 qui lui sont accordés aujourd'hui. La réalité, c'est que la démocratie française est très imparfaite et que beaucoup, au sein de la classe politique française, commencent d'ailleurs à critiquer ces modes de scrutin, y compris des gens qui ne sont pas du Front National, comme M. Bayrou ou M. Borloo. Je crois qu'au contraire, l'élection européenne, qui elle est à la proportionnelle, va permettre d'exprimer ce qui devient une hypothèse de plus en plus crédible, à savoir que le Front National est aujourd'hui probablement le premier parti de France et il le démontrera lors de ces élections européennes qui sont-elles effectivement à la proportionnelle intégrale. Alors pour les prochaines élections européennes, il y a beaucoup de choses qui se préparent, on va en parler. Vous avez déjà rencontré le néerlandais Geert Wilders, c'était à Paris, puis vous allez le rencontrer, je crois, le mois prochain, encore une fois. L'objet de ces rencontres, c'est la formation possible, hypothétique, désirée d'un groupe, d'une alliance des partis d'extrême droite. En Europe, je vous vois, je sais très bien que vous n'aimez pas quand on dise extrême droite. C'est ça. Et avec notamment donc, les Autrichiens, Österreich Freiheitlich, donc pour les Autrichiens, c'est comme ça qu'ils s'appellent, la Ligue du Nord en Italie, peut-être le Vlaams Belang de Philippe de Winter en Belgique, peut-être le Parti démocratique aussi en Suède. Enfin, il y a pas mal de candidats. L'objectif, c'est donc de constituer un groupe politique à l'issue des prochaines élections. Mais d'abord, il va falloir parvenir à s'entendre. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous partagez les mêmes idées que M. Geert Wilders? Alors d'abord nous avons un groupe, un parti politique européen déjà qui s'appelle l'Alliance européenne des libertés, dans lequel il y a des élus effectivement du Vlaams Belang, du FPO, un élu d'ailleurs du UKIP, des élus des démocrates suédois. UKIP ne voudrait pas participer à ce projet. Oui, probablement pour l'instant, il n'envisage pas de le faire, mais vous savez, il faut toujours attendre les résultats des élections pour réellement pouvoir discuter sur des bases solides. Donc nous avons déjà en quelque sorte un noyau de base très solide. Nous nous connaissons bien, nous nous rencontrons régulièrement avec l'ensemble de ces mouvements. Geert Wilders a pris contact avec chacun d'entre nous, il a rencontré chacun des présidents de ces mouvements. Nous nous revoyons effectivement en novembre prochain. Il y a des sujets sur lesquels nous avons des sensibilités différentes et c'est tout à fait légitime. Dieu merci, nous ne sommes pas tous sur le même mode. Chaque pays a son histoire, a sa culture qui lui est propre. Mais je crois Geert que nous Wilders, avons... il a une idée fixe, là, il veut interdire le Coran, par exemple. Il compare le Coran à Mein Kampf, ce fameux livre écrit par Adolf Hitler. Vous partagez la même idée sur ce point-là? Non, mais j'ai eu l'occasion d'en discuter avec lui. D'ailleurs, je lui ai exprimé que la France est un pays laïque et que par conséquent, nous sommes toujours réticents à rentrer dans des guerres de religion. Ça nous rappelle d'assez mauvais souvenirs, vous voyez, dans notre conscience collective. Mais encore une fois, chaque pays a son fonctionnement. Ce qui est important, c'est de savoir est-ce que nous sommes d'accord sur les points essentiels de la défense des intérêts de nos peuples respectifs. Et je le crois. Je crois que nous sommes tous très opposés à l'Union soviétique européenne, très opposés à la perte de souveraineté de nos nations et donc à l'effondrement démocratique de nos pays. Nous sommes très attachés à la préservation de notre identité, à la lutte contre une immigration que nous considérons comme massive et que l'Union européenne ne nous permet pas aujourd'hui de choisir ou de réguler.
nous sommes confrontés également, et nous le contestons, à un système économique qui ne permet pas au pays de choisir son économie, voilà, de décider les règles qui doivent être mises en œuvre. Et en cela, eh bien, ça m'apparaît être des éléments fondamentaux suffisants pour pouvoir constituer demain un groupe. L'Union soviétique européenne, on va y revenir dans un instant. Il y a eu, je reste à cette histoire de groupe, il y a eu un précédent en 2007 avec le groupe Identité, Tradition et Souveraineté, auquel vous avez d'ailleurs appartenu. Ça n'a pas duré longtemps, puisque 10 mois, allez, une dizaine de mois, puis le groupe a explosé. Après que Alexandra Mussolini ait insulté ses collègues roumains. Qu'est-ce qui vous fait croire que finalement cette fois-ci ça va marcher ? Parce que ce groupe Identité, Tradition, Souveraineté était en réalité un groupe technique et personne n'a jamais dit l'inverse. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le Parlement européen a tout fait pour le dissoudre. Ça n'était pas un groupe politique. Aujourd'hui, nous sommes en train de constituer un groupe politique. Il est constitué sur des bases sérieuses. À l'Alliance européenne des libertés, nous avons une charte que nous avons tous signée et qui détermine, si vous voulez, les points justement d'accord de nos projets politiques, les points auxquels nous sommes très attachés et qui nous permettent de constituer une base solide. Croyez-moi, il y aura beaucoup moins de différences entre les différents mouvements du futur groupe que j'espère constituer au Parlement qu'il n'y en a au sein du PPE ou au sein du PSE entre les différents partis des différents pays. Est-ce qu'on va voir arriver des groupes populistes d'extrême droite, c'est comme vous voulez, vous me direz comment vous préférez qu'on les appelle, qui sont rénovés, plus modernes, ou est-ce qu'on risque de voir arriver aussi ceux à l'ancienne façon, comme Jobbik, comme Obdoré? Non, pas du tout, pas du tout. Moi j'ai très clairement dit que je n'entendais pas avoir de relations politiques avec le Jobbik, je n'entends pas non plus en avoir avec les groupes folkloriques, extrémistes, néo-nazis qui fleurissent de temps en temps de ci ou de là. Nous sommes un groupement de patriotes. Et nous entendons, encore une fois, rester sur nos bases. Vous savez, il faut 7 nationalités pour constituer un groupe. Il faut 25 députés, ça je pense que nous les aurons très largement. Et de toute façon, chaque fois qu'un membre veut venir nous rejoindre, il faut qu'il ait l'accord de l'intégralité des autres participants du groupe. Donc, foin de ces mouvements qui n'ont pas les mêmes d'ailleurs idées politiques que nous, nous sommes en train, encore une fois, de créer une force, une fédération de forces dont l'objectif est évidemment de peser sur la future mandature. Alors moi j'ai envie de revenir sur une déclaration que vous avez faite récemment à Radio France Internationale. Donc vous avez dit que l'Union européenne est une anomalie dans le monde. Oui. Donc est-ce que vraiment vous le pensez? Est-ce que c'est vraiment l'Union est une erreur de création, on va dire? Oui, tout à fait. C'est une anomalie dans le monde pour une raison simple. C'est que 95% des nations du monde ont leur monnaie. Et 95% des nations du monde ont leur souveraineté. Par conséquent, c'est la création de cet empire, dont on sait qu'en général, ils terminent mal, les empires, dont l'objectif est d'aspirer, si vous voulez, la souveraineté des différents peuples et de construire une espèce de chose politique, non seulement sur les peuples, mais contre la vie des peuples, comme ça a été le cas clairement en France. Les Français ont voté non au référendum sur la Constitution européenne, et pourtant, par une véritable forfaiture, leurs sénateurs et leurs députés se sont mis d'accord, droite et gauche confondus, pour leur imposer cette Constitution européenne. Eh bien, nous contestons le droit à l'Union européenne de faire cela, et nous réclamerons évidemment un référendum à un moment donné. En tout cas, moi, je le ferai en France si j'ai la possibilité, un référendum sur l'Union européenne pour que les Français puissent s'exprimer et dire ce qu'ils pensent. Honnêtement, d'une structure qui accumule les échecs, il faut quand même être honnête. Je veux dire, d'ailleurs, elle finit par être détestée en France. L'euroscepticisme ne s'est jamais aussi bien porté. Économiquement, les résultats sont déplorables. C'est une zone du monde qui est la seule encore en récession 5 ans après la crise financière dans le monde. Chômage maximum, pauvreté maximum. Voilà, il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir. L'Europe a ses idéaux aussi, donc la démocratie, vous y croyez? Oui, mais la démocratie, il faudrait que l'Europe commence à la respecter déjà elle-même, parce que l'Union européenne, encore une fois, a imposé la Constitution européenne aux Français sans respecter la démocratie. Les Français avaient dit non. Non, c'est non. Vous voyez, non, c'est non. Non, pour eux, non, c'est oui. Et ça, c'est pas la démocratie, voyez-vous. Oui, ça, c'est le totalitarisme. C'était la même chose aussi. Mais l'Union soviétique européenne, comme vous dites, donc, en fait, l'URSS, on sait que ça s'est mal terminé. Est-ce que vous pensez vraiment que l'Union européenne, ça va être le même destin, ou est-ce que vous en rêvez, tout simplement? Non, je pense que ce sera le même destin. Je pense que les nations, c'est le sens de l'histoire, voilà, et que le patriotisme, c'est le sens de l'histoire. Que ce
cet empire va s'effondrer et que chacune des nations qui composent cet empire retrouvera L'Union sa européenne liberté. est un empire. Exactement comme ça a été le cas pour l'URSS. Parce que l'aspiration à la démocratie, l'aspiration à la souveraineté des peuples, eh bien, il est inscrit dans nos ADN et très honnêtement, je ne vois pas les peuples continuer très longtemps à accepter les diktats qui leur sont imposés par les technocrates de Bruxelles. Ok. Alors, en décembre 2012, vous avez comparé la prière des musulmans dans les rues à l'occupation nazie de la France. Alors, suite à cela, le ministère français de la Justice a demandé au Parlement européen de lever votre immunité, ce qui a été fait, donc en juin dernier. Alors, mais sans regret, puisque vous avez dit donc que votre immunité serait comme une médaille accrochée à votre veste. Ben oui, parce que je crois que le Parlement européen clairement a démontré justement qu'il n'était pas démocratique. Puisque dans d'autres circonstances où des faits bien plus graves étaient reprochés à des députés, y compris des faits de droit commun, eh bien cette immunité a été préservée par le Parlement. Donc en réalité, on ne lève pas votre immunité en fonction de ce qu'on vous reproche, on la lève en fonction de la majorité à laquelle vous appartenez. Si vous appartenez au PPE ou au PSE, on protège votre immunité. Si vous appartenez aux non-inscrits, c'est-à-dire aux adversaires de l'Union européenne, à ce moment-là, on lève votre immunité. Et ça, c'est profondément scandaleux. Je n'ai pas du tout peur du tribunal, hein. J'irai la tête haute pour défendre les idées qui sont les miennes. Mais le principe de l'immunité parlementaire, c'est de permettre aux députés de pouvoir s'exprimer sans être persécutés par des structures politiciennes ou des émanations de l'État. Et c'est pourtant exactement ce dont je suis victime, une véritable persécution de la part d'une association soi-disant antiraciste, qui en réalité est une association de promotion du fondamentalisme islamique. Vous en êtes membre. Pardon. Vous en êtes membre. Du Parlement, donc est-ce que c'est pas une sorte de non-respect au Parlement Est-ce que vous ne respectez pas le Parlement européen dont vous êtes membre finalement? Ça veut dire pourquoi je ne respecte pas? Parce que vous avez dit que vous êtes fier d'avoir perdu votre immunité parlementaire. Mais alors, et en quoi c'est une absence de respect à l'égard du Parlement européen? Ça ne me condamne pas, hein. Vous savez, c'est pas les députés n'ont pas le droit de me juger. Ça n'a pas l'air de vous déprimer de l'avoir perdu. Ah non, ça ne me déprime pas du tout parce que je sais que je n'ai rien à me reprocher et que le tribunal me lavera de toutes les accusations qui ont été portées contre moi. Dieu merci, ce sont encore des juges qui vont me juger, ce ne sont pas mes collègues au Parlement. Dieu merci. On va parler de vos collègues, on va parler des salaires des eurodéputés. On fait rapidement une petite parenthèse là-dessus. C'est un peu compliqué, mais un eurodéputé touche 6 200 € net par mois, se rajoutent les indemnités de voyage, se rajoute cette fameuse prime à la présence de 300 € par jour. En gros, en tout et pour tout, on peut arriver peut-être à 15 000 € par mois. Là-dessus, ça rajoute 20 000 €, 21 000 € pour les assistants. C'est pas mal d'argent. Est-ce qu'à votre avis, les eurodéputés sont trop payés? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait réduire? Écoutez, je pense qu'objectivement, ils sont payés. En fait, ça a été calqué quasiment sur le fonctionnement du Parlement français, en l'occurrence. Hein. Ce sont les mêmes indemnités qui sont accordées aux parlementaires français et qui sont accordées aux parlementaires européens. Bon, ça me paraît correct. Sur le nombre, sur l'enveloppe des assistants, faut dire qu'il y a énormément de travail, quoi, faut être honnête. Et quand on n'est pas dans un groupe comme c'est notre cas, le travail est évidemment démultiplié. Car dans un groupe, il y a une sorte de communautarisation des moyens des députés qui leur permet de travailler correctement. Quand on est non inscrit, c'est extrêmement difficile d'être présent sur tous les dossiers, de pouvoir tout suivre. Et donc, je veux dire, c'est pas de trop, en tout cas pour l'enveloppe d'assistance. Alors, 15 000 pour l'eurodéputé, est-ce que c'est pas en rupture donc avec le quotidien des Européens qui est un peu difficile aujourd'hui, il faut bien le dire? Oui, mais moi je ne serais pas contre la baisse des indemnités, hein, ça ne me pose aucun problème. Alors là-dessus, j'ai aucune difficulté particulière. Il faut savoir qu'il y a des députés qui probablement sont au fond de la salle, toujours sûrement très présents, hein, mais c'est un peu comme dans les cours de classe, vous voyez, il y a ceux qui dorment au fond à côté du radiateur, c'est pas pour ça qu'ils travaillent plus que les autres. Et puis il y a ceux qui bossent 75 heures par semaine, 7 jours sur 7. Je crois faire partie honnêtement de cela, et je crois avoir beaucoup plus fait connaître ce qui se passait au sein de l'Union européenne en France, parler beaucoup plus de l'Europe dans les discours politiques que je fais en France que n'importe quel autre député européen français. Bon, maintenant je suis capable de faire ça avec une indemnité divisée par 2, ça ne poserait absolument aucune difficulté. Alors dernière question, dans votre programme vous préconisez aussi une sortie progressive de l'euro ou immédiate. Qu'est-ce que cela veut dire? Sortie concertée aussi, des fois vous dites. Oui, c'est ça, c'est une sortie concertée. C'est-à-dire que ce que je voudrais éviter, c'est le chaos, c'est-à-dire l'effondrement brutal de l'euro.
où j'ai été la seule, et je crois avoir fait preuve d'un grand courage, parce que ça n'a pas toujours été très facile de contester les pseudo-bienfaits de l'euro, hein, parce que c'était la pensée unique. La réalité, c'est que l'euro a été un drame et c'est aujourd'hui un obstacle majeur à notre compétitivité. J'arrive à convaincre, hein, la preuve, c'est que ce matin, dans un journal français, M. Montebourg, hein, ministre du redressement productif, a admis que l'euro était surévalué de 20% et que si on baissait l'euro de 20%, eh bien, on réglerait notre déficit extérieur, qu'on créerait 300 000 emplois et qu'on baisserait de moitié ou du tiers notre déficit national. Bon, vous voyez, à force de parler, à force de faire preuve de pédagogie, à force de convaincre, on arrive même à convaincre des ministres socialistes. Mais alors, sortie concertée, si les autres États membres ne sont pas d'accord, vous n'allez pas le faire? Ah bah s'ils ne sont pas d'accord, moi j'irai au référendum. Hein. Encore une fois, je l'ai dit. Moi, mon objectif, c'est un peu la méthode de... Ah bah évidemment, les Allemands... Oui. Mais non, mais bien sûr, les Allemands, ils ne vont pas accepter parce que les Allemands, sont les seuls qui tirent un bénéfice de l'euro. Puisque l'euro, pour le coup, est sous-évalué par rapport aux marques. Donc ils sont en situation de sous-évaluation permanente, de dévaluation en quelque sorte permanente. Évidemment, ça avantage leur économie, je le conçois. Pour les exportations, ils ont fait un gros sacrifice pour l'accepter, l'euro. Oui, ils aimaient bien leur Deutsche Mark. Nous aussi. Hein, nous aussi, on a fait de très très gros sacrifices. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'on s'est retrouvés en absence de croissance systématique. Bon. Donc voilà, je pense que d'ici là, les choses auront beaucoup évolué, que j'arriverai sans trop de difficulté à convaincre un certain nombre de pays nous avons tout intérêt à retrouver nos monnaies nationales pour pouvoir les adapter à nos économies respectives et pouvoir arrêter, je veux dire, cette machine à fabriquer des chômeurs, cette machine à fabriquer des pauvres, cette machine à désindustrialiser, cette machine à délocaliser. Je crois que l'euro a une très lourde responsabilité dans beaucoup de malheurs économiques qui frappent nos pays. Est-ce qu'aujourd'hui, la France, je peux me douter un peu de votre réponse, mais est-ce qu'aujourd'hui la France, toute seule, ou en coopération avec ses partenaires européens, avec le franc et non plus l'euro, a la moindre chance face à la Chine ou face aux États-Unis, en matière économique, j'entends? Excusez-moi, mais on m'a vendu ça pour me forcer à créer l'Union européenne et je ne vois pas l'Union européenne être un adversaire à la hauteur ni des États-Unis ni de la Chine. Pour l'instant, on est un continent en situation de faillite, hein, qui n'a jamais eu des déficits aussi lourds, jamais eu des dettes aussi lourdes et qui s'apprête, peut-être sur proposition du FMI, à mettre en œuvre le hold-up du siècle, hein, qui va consister à voler, parce que le terme, à un moment donné, il faut appeler un chat, à voler 10% de l'épargne de tous les Européens. Voilà, sans même leur demander leur avis, qu'ils aient 1 000 € d'épargne ou qu'ils en aient 100 000, eh bien le FMI envisage de rafler 10% de tous les dépôts des épargnants. Excusez-moi, mais enfin, je veux dire, on voit qu'on est quand même arrivé au bout de la logique. Donc tout seul, on s'en sortira beaucoup mieux. Mais d'ailleurs, la France a été, entre guillemets, toute seule pendant quand même des siècles et des siècles. C'était une autre époque. Elle s'en est plutôt pas trop mal sortie. Et pour l'instant, ceux qui ne sont pas rentrés dans l'Union européenne se portent beaucoup mieux, y compris au sein de l'Europe, que ne se portent les pays qui sont rentrés dans cette folie. Qui par exemple? Par exemple la Suisse, par exemple pour ce qui concerne l'euro, la Grande-Bretagne, hein, qui affiche une croissance qui est beaucoup plus forte que celle de la zone euro aujourd'hui. Merci, on va en rester là, Madame Le Pen. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine à Bruxelles pour un autre Guest of the Week ou invité de la semaine. À bientôt.